أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paix soit sur vous. C'est moi, Amir Al-Hussein, avec vous sur Al-Ajib TV, Al-Arqam wal Kalimat, Merveille TV, des nombres et des mots en direct de la maison Quattro qui a changé un petit peu, comme tu peux voir. Donc, bon, bah écoute, j'ai passé mon temps à dessiner ces derniers jours, donc, alhamdoulilah, tu vois. J'avais envie, hein. Donc voilà, comme tu peux voir ici, bah, j'ai pas mal, voilà, j'ai un peu amélioré un peu le, voilà, tu vois, petite pompe à essence là, hop, station-service, je l'ai décalé, hein, parce que ça là, bref, fast-food, ça tu peux le voir comme tu veux, hein. Moi, au départ, je me suis dit soit une mairie, soit comme tu veux, hein, comme tu veux. Une bibliothèque, une mairie, non, un temple, pourquoi pas? Bref, fast-food, un Donald, pas un Mac, non, Donald. Donald, pour ceux qui ont compris. Voilà, donc petit changement, petit ravalement de façade aussi. Bref, en tout cas, c'est pas pour te parler de ça que je fais cette vidéo-ci. Non, 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 c'est pour te faire un podcast donc sur la France est un laboratoire à ciel ouvert. Alors, qu'est-ce qui m'a pris de te parler de la France est un laboratoire à ciel ouvert? Bah, j'ai regardé une vidéo de quelqu'un, d'un youtubeur assez connu quand même, mais peut-être que vous le connaissez ou pas, j'en sais rien, peu importe. Bref, et je dirais pas son nom, mais c'est juste pour te dire, il a plus de 100 000 abonnés, il fait des vidéos coup de gueule, il a un chapeau de cow-boy, je t'en ai assez dit. Voilà, il a un chapeau de cow-boy, c'est bon, je t'ai assez dit. Bref, en tout cas, il fait des vidéos et coup de gueule souvent, et il gueule sur l'état de la France telle qu'elle est aujourd'hui. Ben, voilà. Bon, euh, et il soulève évidemment des vrais problèmes, hein, que tout le monde constate en réalité, mais que on fait pas gaffe des fois. Enfin, c'est pas qu'on fait pas gaffe, on fait gaffe, mais quand je dis on fait pas gaffe, c'est-à-dire on se dit oh, bon, et puis après tout, nique, hein, tu vois, genre vas-y, qu'est-ce que je peux faire moi, tu vois, à mon niveau. Mais en réalité, c'est à force de gueuler, à force que les gens communiquent ensemble, qu'on peut changer les choses. Mais bon, bref, c'est pas le sujet. Donc voilà, en regardant sa vidéo, il avait fait une vidéo coup de gueule sur ce que est devenu Paris. Bon, bref, il en fait souvent, hein, mais la dernière que j'ai vue, voilà, Paname, ce que c'est devenu, nanana, un endroit, bref, où les SDF peuvent même plus bien se loger. Enfin, tu vois, ils commencent à prendre du terrain même dans les quartiers riches, quoi. Et donc voilà, ce qui m'a poussé à faire cette vidéo aussi, donc c'est un peu une réaction face à sa vidéo. Et c'est pas la seule qu'il a fait, hein, comme je dis, c'est pas la, tu vois, c'est pas la première et c'est pas la dernière qu'il a faite, quoi. Pour coup de gueule sur Paname et tout ça, bon. Et il soulève des vrais problèmes, hein, sur l'immigration, les migrants, machin, qu'est-ce qu'on fout avec les migrants ici, etc. Il a archi raison. Et c'est pour ça que je vais vous en parler un petit peu, parce que moi, ça m'a choqué. Il y a dernièrement, je vais vous raconter une petite anecdote, et ça m'a choqué, si vous préférez, de voir que Paris, la France, en fait, c'est un laboratoire à ciel ouvert, comme je dis dans le titre, mais Paname, ça a bien changé. Depuis 20 ans, là, ces 20 dernières années, depuis l'année 2005, ouais, 2005, c'est un truc de malade. Mais c'est un truc de fou. Mais là, c'est un truc de fou. Je vais vous la raconter après. Mais avant, pour vous dire que la France est un laboratoire à ciel ouvert. En fait, si vous préférez, c'est pas l'immigration le problème. Je sais qu'il y en a beaucoup, ils vont me dire oui, non, ils vont pas être d'accord avec moi. Non, non, les gars, c'est pas l'immigration le problème. C'est-à-dire, c'est pas les musulmans le problème. C'est pas l'immigration musulmane en tout cas. C'est pas l'immigration maghrébine forcément, tu vois, qui est la cause du problème. C'est pas, vous voyez, bon, on sait, on peut tout, tout renvoyer au gouvernement. Ok, on dira c'est de la faute au gouvernement. Évidemment, nous, on n'a pas le pouvoir de contrôler tout ça. Donc c'est eux qui ont le pouvoir de, de, de mettre des freins où il faut. D'accord. Donc, mais vous allez voir, vous allez comprendre. Donc moi, je vais commencer par vous parler de la France déjà il y a 225 ans, dès la première révolution industrielle. Et donc pour ça, je vais m'aider de la carte de Paname, donc en 1841. Donc 40 ans après la première révolution industrielle. Je dis 40 ans, mais c'est à peu près, bon, 1800, on sait que c'est les premières révolutions. La première révolution industrielle, elle a eu lieu à peu près dès les chemins de fer. En fait, on rentre dans l'âge de fer
depuis 200 ans, si tu veux, depuis 200 ans, on est dans l'âge de fer, clairement. Que certains nomment Kali Yuga pour ce qui est de ça qu'on parle en mode hindouiste. Donc, dans la pensée hindouiste, quoi, le Kali Yuga, l'âge de fer, ou l'âge de la destruction, un truc comme ça. Bref, en tout cas, Paname, parce que je vais vous parler de Paris, évidemment, parce que c'est la capitale, déjà d'une part, et d'autre, c'est là que tout se passe, en fait. Hein, on a beau parler de Lyon, ou de Lille, ou de Marseille, ou de Bordeaux encore, mais Paname, en vrai, tu vois, c'est là que ça se passe. Le boulot, il est là. Le sale boulot, en fait, même le sale travail, il est là, en fait. Donc, Paris, à cette époque, donc comme vous voyez sur la carte en 1841, voilà à quoi ça ressemblait Paname. Ce que vous voyez donc ici, je vais vous faire un peu voilà. Les petits carrés gris rayés là, hein, les carrés, quand je dis carrés, enfin toutes les formes que vous voyez rayées là, tout ce qui est rayé, c'est bâti. Il y a quelque chose qui a été bâti. Et tout ce que vous voyez où il n'y a rien, il n'y a rien. Hein, d'accord? Il n'y a rien. Donc tout ce que vous voyez, c'est des lotissements en fait, ou alors des simples des structures, bref. Donc c'était ça Paris à l'époque. D'accord? Là, on a l'enceinte de Thiers, le premier mur, la première fortification. D'accord? On l'appelle l'enceinte de Thiers. Et après, l'enceinte bastonnée. D'accord? La deuxième, c'est les portes actuelles qu'on connaît, hein, c'est-à-dire le périphérique parisien. Voilà, c'est la zone dans laquelle on ne pourra plus bâtir, etc. Ça, c'est la deuxième enceinte, qu'on appelle aussi enceinte. Alors, je confonds souvent entre l'enceinte de Thiers et bon, c'est pas très grave. En tout cas, vous m'aurez compris, si jamais j'ai fait une faute, vous pourrez aller vérifier, voir si je me suis pas trompé. Il y en a une qu'on appelle les fortifs. En tout cas, les fortifs, c'est là. Le nom, en tout cas, que moi je connais, c'est les fortifs. Et là, c'est l'enceinte de Thiers. D'ailleurs, la ligne 2 du métro et la ligne 6 du métro empruntent le même itinéraire que l'ancienne enceinte de Thiers. Voilà, je vais y arriver. Voilà. Donc voilà, ça a été délimité par le métro 2 et le métro 6. 26, hein. Bon, je dis ça, j'ai rien, mais 26, tu connais le tétragramme de Yahvé, God, j'en passe. Enfin, c'est pas un tétragramme, God, mais c'est un... Voilà. Donc, je parle des résultats, hein. Les gématries de God, 26, et Yahvé, 26. Bon, Yahuwah, pour ceux qui connaissent. Là, tu vois, donc ça, c'est l'ancien Paris. Et donc, à cette époque, déjà en 1841, comme vous avez pu voir la date ici sur la carte, 1841, on a déjà une immigration massive de provinciaux, d'accord, qui ont été appelés pour travailler dans les usines, les premières usines, des provinciaux venant de tout horizon, de toutes parts, de toute la France, ou presque. La France et de Navarre, comme on qui dirait. Donc, forcément, au nord, la gare du Nord, tous ceux de Calais, hein, tout ça là-bas, là, Arras, Calais, Amiens et Lille, évidemment. Donc, jusqu'à Bruxelles, carrément, pour te dire. Hein, ça va jusque-là, quoi. Donc, eux, ils sont venus par la gare du Nord. Hein, c'est pas la première gare de Paris. Hein. Je crois que la première gare, c'est la gare de Saint-Lazare, de mémoire. La première gare de Paris. Donc, je commence par la gare du Nord. Hein. Je vais faire dans le sens inverse de l'aiguille d'une montre. Gare Saint-Lazare, t'as les Normands, hein, forcément, tous les Normands, qui arrivent par la gare Saint-Lazare et qui viennent s'installer dans Paris. Alors, à cette époque, il faut savoir que la banlieue, c'est la campagne. C'est la quasi-campagne. Il n'y a pas tout ce que tu vois aujourd'hui. Hein. Il n'y avait pas tout ça. Hein. C'était des villages. Même pour te dire que ce qu'il y avait entre l'enceinte de Thiers et les Fortifs, là, les deux enceintes que vous voyez, c'était des villages. En 1841, les Batignolles, Montmartre, c'était des villages. La Chapelle, la Villette, Belleville, Charonne, Bercy, Vaugirard, une partie de Gentilly. Avant, c'était beaucoup plus grand. C'était une commune, mais c'est toujours une commune. Mais avant, elle s'étendait dans Paris même, tu vois. Bref, Vaugirard, Grenelle, Auteuil, Passy, ça, c'était des communes donc qui ont été annexées par Paris, la commune même de Paris, qui comptait à l'époque 12 arrondissements, et on est passé de 12 à 20 arrondissements, comme vous connaissez l'histoire avec le baron Haussmann et Napoléon III. Hein, 1860, c'est la date clé qui fait que Paris change, se métamorphose. Donc, 1800, pour revenir aux années 1800, donc on a les Normands qui arrivent par là,
Et tous, alors je continue, hein. Vaugirard, pardon, ouais, gare de Montparnasse. Montparnasse, alors elle avait un autre nom avant, mais je me rappelle plus c'était quoi. En tout cas, ça se disait embarcadère. L'embarcadère de Montparnasse, donc, bah, tous les Bretons. D'ailleurs, on a Montigny le Bretonneux, hein, pour te dire. Ça, c'est très breton, hein, là-bas, le quartier, mais bref. De toute façon, tout l'ouest parisien est très très breton, hein. On a la ville de, pour te dire, de pas loin de Trappes, qui s'appelle Montigny le Bretonneux, hein, bretonneux. Donc tous ces Bretons, tout ça, voilà, par la gare Montparnasse. Ensuite, on a bah, la gare d'Orléans pour ceux qui connaissent, mais elle fut tardive, mais là on la voit pas là. Non, on la voit pas, c'est pas grave. La gare d'Austerlitz pour tous les gens de l'Auvergne, les Auvergnats, hein, on les appelle, d'accord. Pour tous les gens de l'Auvergne, du Limousin, tout ça, ça c'est la gare d'Austerlitz. Et la gare de Lyon, là on la voit pas ici sur la carte, pour te dire comme quoi c'est pas la première. En 1841, les deux premières gares, comme vous pouvez le voir ici, les trois premières, il n'y avait même pas la gare du Nord, pour vous dire, vous imaginez. Donc on avait gare Saint-Lazare, c'est bien, j'avais bien raison. C'est la première gare qui a été construite. Ensuite, la deuxième, peut-être, je me trompe, mais ça a été Montparnasse. Et la troisième, Austerlitz. Voilà. Les trois premières gares, en tout cas, les voici. On ne voit même pas la gare du Nord, ni la gare de l'Est, et encore moins la gare de Lyon. Donc pas de gare de Lyon, pas de gare du Nord, pas de gare de l'Est. Mais je vais quand même vous en parler, parce que eux, ils viendront plus tard. Donc, excusez-moi, tout à l'heure, quand je vous ai parlé des ch'tis, les ch'tis sont venus en fait beaucoup plus tard. D'accord. Ou pour le peu qu'ils venaient, ils venaient en carrosse. Enfin, vous voyez, hein, donc carrosse, pardon, non, mais en roulotte. Bon, à cheval, si tu veux. Hein, bah voilà, il passait par là, hein, forcément, tu vois, pour route de Calais, hein, tu vois, ou alors route de Flandre, de Lille, d'accord, Lille ou Calais, d'accord, ici ou ici. Mais en tout cas, les trois premières vraiment immigrations qu'on voit arriver à Paris sont, comme j'ai dit, les Auvergnats, les Bretons et les Normands. Ce sont les trois premiers immigrés de Paname. Les trois premières immigrations, pardon. Ça, c'est pour la première révolution industrielle. À la seconde, en même temps, hein, c'est-à-dire 1850, je crois que la gare de l'Est du Nord, elles ont été construites en 1850 par là, dans ces eaux-là. Donc, c'est pour ça qu'on ne la voit pas sur la carte, évidemment. Donc, gare du Nord, là, on voit tous les ch'tis, comme je te dis. Gare de l'Est, bah, c'est les Alsaciens, les Lorrains, d'accord, hein, Belfort aussi, territoire de Belfort et tout ça. Ça, c'est gare de l'Est, d'accord. Donc, on a eu des immigrés lorrains, alsaciens, ce fut un temps. Après, ils sont arrivés après les Bretons, après les Normands et après les Auvergnats. Et ensuite, gare du Nord, comme je dis, ça je l'ai dit, et la gare de Lyon. Hein, gare de Lyon, forcément, c'est tous les Bourguignons, tout ce qui est Bourgogne, voilà. Ouais, Bourgogne, Dijon, tout ça, voilà, Nevers, hein, d'accord, etc., etc. Donc, si tu veux, la rive, je sais pas si on dit la rive, ouais, la rive droite de la Loire. Voilà, tout simplement. Tout ce qui est rive droite de la Loire. Rive gauche de la Loire, bah, c'est gare d'Austerlitz, comme vous voyez ici. Et la rive droite, voilà, gare de Lyon. Donc, ils sont arrivés plus tard. Les premiers, comme je dis, donc bretons, je répète, hein, auvergnats et normands. Et eux, quand ils sont arrivés, tous, Paname, ils vivaient dans le centre de Paris, ici, à Châtelet, proche de Châtelet, pas loin du musée du Louvre, en fait. Hein, tu vois, je dis le Louvre, le musée, mais à l'époque, c'était le château du Louvre, tu vois. Donc l'ouverture, hein, Louvre, bref, Fatiha, etc. J'en passe. Là, donc on avait la boucherie aussi, Saint-Jacques de la boucherie, l'église, la tour Saint-Jacques. Mais ce que je veux dire, bon, c'est connu pour la boucherie. Hein, il y avait une grande boucherie ici, c'était un espace de boucher. Les halles, hein, on les appelle les halles, le marché des halles, comme Rungis, quoi. C'était un genre de Rungis pour l'époque. Bah, tous ces immigrés dont j'ai parlé, là, les Normands, les Bretons, les Auvergnats, ils se concentraient dans cette zone. Ils venaient s'installer dans le centre de Paris. Il faut savoir qu'à cette époque déjà, en 1840, c'était très insalubre. C'était un Paris insalubre. Il n'y avait pas le tout égout, il n'y avait pas encore les égouts, il n'y avait pas. C'était crado. Non, mais il faut le dire. En fait, la misère n'a pas changé. C'est ça que je suis en train de vous dire, en fait, que euh, les, comment dire, c'est pareil, en fait. Mais il n'y avait pas d'HLM, il n'y avait pas de. Mais il y avait de la délinquance, il y avait la pauvreté, la précarité, tout ça a conduit certains de ces immigrés à rentrer dans la délinquance. Mais il faut savoir quand même qu'à l'époque,
la délinquance de l'époque, en tout cas, tu pouvais y laisser ta vie, hein, tu pouvais passer à l'échafaud. C'est connu, la peine de mort, elle a été abolie en 80. Il faut savoir que 1980, c'est pas si loin que ça. Hein. Donc tu t'imagines bien que tous les braqueurs, la bande à Bono, tout ça, ils ont tous, ils sont tous finis au cimetière. Hein. Enfin, pour certains, enfin lui, il est mort carrément dans une maison. Tu vois, Choisy-le-Roi, je crois, à Nogent-sur-Marne, non? Je sais plus, il a été pris d'assaut où, lui? Bono. Mais Bono, c'est bien plus tard, c'est 1914-18, par là, avant la Première Guerre mondiale. Avant, avant la Première Guerre mondiale, les années 1900. C'est le premier braqueur en voiture, Bono. Hein. Pour ceux qui connaissent la bande à Bono, faut connaître. Donc, en plus, Bono, c'était pas un Lyonnais, c'était un Grenoble, un mec de Grenoble, de l'Isère. Bon, hein. Voilà, Bono, c'était pas un arabe, c'était encore moins un gitan. Hein. Bono, peut-être c'était un gitan, j'en sais rien, mais bon. En tout cas, il traînait avec des sales têtes, je te le dis, des têtes cramées, et ils ont tous fini à l'échafaud, sauf lui, il s'est fait canner dans l'opération. Ah, les Schmitt, ils blaguaient pas à l'époque. Hein. Les Condés, ils rigolaient même pas avec toi. Hein. Ah, ils te tiraient dessus direct. Hein. Bah, de toute façon, tu le vois avec la Commune de Paris. Hein, 1871, la Commune, c'était un massacre entre eux, déjà. C'est-à-dire même entre gouvernements, t'imagines, c'est un truc de fou. Alors imagine avec le peuple. T'imagines les Versaillais qui ont... Non, c'est une dinguerie, la Commune de Paris, c'est... J'y étais dessus il n'y a pas longtemps, là, je me suis bien refait l'histoire de la Commune de Paris, parce que je comprenais pas très bien le truc, mais j'ai mieux compris le... Oh, c'est un truc de ouf, en fait. C'est là que tu vois qu'en fait, le gouvernement ne blague pas. Tu sais, il y a un proverbe qui dit « touche à mon gosse », chez les Français, hein. Tu peux toucher leur gosse, mais touche pas leur argent. Non, mais c'est un fait. C'est connu, ça. Tous les braqueurs, tout ça, ils vous le diront. Hein. Touche à leurs filles, à leurs enfants, mais tu touches pas leur oseille. Si tu touches à leur oseille, c'est mort. T'es mort dans le film, d'accord? C'est très grave ce que je dis, hein, mais c'est la réalité. Donc, ces premiers immigrants, ces migrants normands, bretons et auvergnats, bah, ils étaient concentrés là. Et quand ils travaillaient au moins 12 heures par jour, hein, c'était la catastrophe. Pour l'époque, il n'y avait pas les 35 heures. Hein. Si tu travaillais pas au moins 70 heures, voire 90 heures par semaine, tu pouvais rien faire en fait. Tu pouvais pas manger de viande. Hein. Ces gens-là, ils mangeaient pas de viande tous les jours. Hein. Enfin, ils mangeaient pas de la viande tous les jours, quoi. C'est ça que je veux dire. D'accord? Je parle des gens qui travaillent à l'usine, quoi. Enfin, tous ces immigrés-là dont je vous parle. Bref, en tout cas, pour avancer beaucoup plus vite avec vous, là, voilà, toute cette immigration, elle se concentre dans le centre de Paris. Et c'est dès lors que Napoléon III, il prend le pouvoir et que il décide d'agrandir Paris, comme je vous ai dit, en 1860, là, on a annexé les communes avoisinantes, c'est-à-dire les Batignolles, Montmartre, la Chapelle, la Villette, etc., etc. Là, tout ce que vous voyez la zone jaune, en jaune. Là, on a grandi Paris, donc on est passé de 12 arrondissements à 20 arrondissements en 1860. Et c'est à ce moment-là, et donc 1860, comme je vous ai dit, la gare de l'Est était déjà là, gare du Nord aussi. Gare de Lyon, je ne sais pas. Je crois qu'elle est un peu plus tardive. Je crois qu'elle arrivait en 1870, par là, ou bref, il n'y avait pas encore comme je vous ai dit, les Bourguignons, tout ça. C'était plus les Bretons qui étaient concernés, les Normands, les Bretons, les Normands, les Auvergnats, les Ch'tis et les Alsaciens lorrains qui ont été concernés par, si tu veux, la, pardon, comment on dit ça déjà? Si vous préférez, le centre de Paris a été forcément, hein, avec les grands travaux d'Haussmann, il a été retravaillé, remanié, donc on a dû détruire beaucoup de bâtiments insalubres et tout, etc. Donc ces gens-là, ces habitants-là se sont retrouvés à la rue, sans dédommagement, d'accord? Donc forcément, pour la plupart, hein, je dis pas que tous, ils n'ont pas bénéficié d'un autre logement derrière, mais c'est vrai que on peut dire que la moitié d'entre eux, en tout cas, n'ont pas, n'ont pas eu enfin, ce qu'ils espéraient avoir, hein, c'est-à-dire un logement, tout simplement, digne de ce nom. Donc, beaucoup, la moitié, se sont retrouvés à construire des bidonvilles dans les communes avoisinantes, qui étaient encore des villages, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Montmartre, La Chapelle, c'est pas comme aujourd'hui. Hein. Tu sais, aujourd'hui, maintenant, dans Paris même, intramuros, tu peux plus rien construire, si ce n'est que coller un bâtiment à un autre. Enfin, voilà, je veux dire, tout est collé, quoi. Sinon, Paris, c'est mort. Tu peux plus rien faire, tu vois, à part si tu détruis un parc. Je veux dire, voilà.
ou une usine, une grande usine, mais il y en a pas beaucoup, il y en a plus du tout même pratiquement. Donc bref, en gros, ils ont commencé à s'installer donc sur les buttes Montmartre. Montmartre, à l'époque, c'était quand même, comme je t'ai dit, c'était un village. Mais quand ils ont commencé à s'installer à Montmartre, et ben, ils ont commencé à construire des bidonvilles. Donc le phénomène des bidonvilles, c'est pas un problème récent, hein. Parce que souvent, il y en a qui vont vous dire oui, les bidonvilles. Là, les bidonvilles, ça existe depuis, comme je vous ai dit, il y a 200 ans, moins, donc les années 1870, on commence à te parler du maquis de Montmartre. Alors, je vais essayer de vous trouver une photo du maquis de Montmartre, à quoi ça ressemblait, si j'en trouve, hein. Mais normalement, je vais essayer de trouver ça. De trouver ça. Donc voilà, j'ai trouvé j'avais des photos avant, je me rappelle plus où je les ai mis. Donc ici, c'est le maquis de Montmartre, hein, voilà. Donc on l'appelait le maquis de Montmartre, 1890. Bon, c'est pas la date où ça a été construit bien avant. Donc c'est des bidonvilles, comme vous pouvez le voir sur les photos. Bon, j'ai pas de photos. Je vais essayer de ouvrir l'image. Ouais. Bon, c'est pas très, hein, voilà, on va essayer d'agrandir un peu quand même. Bon, voilà à quoi ça ressemblait, hein. Bon, tu vois un petit peu des bâtiments haussmanniens comme ça, bon, voilà. Et bah, sur la butte, Montmartre, où tu vois des moulins, il y avait beaucoup de moulins, hein. Tu vois le Sacré-Cœur derrière là? Tu vois le Sacré-Cœur? Donc, c'était derrière le Sacré-Cœur, le maquis de Montmartre, voilà. Donc c'est la rue Lamarque Caulaincourt, tout ça, c'était voilà, c'était ça le maquis de Montmartre, Lamarque Caulaincourt et tout, vers là-bas. Donc pour ceux qui connaissent Paname, hein, sinon vous pouvez regarder sur internet quoi. Donc ça a été le premier des bidonvilles de France. L'un des premiers en tout cas. D'accord? Donc construit à l'arrache, c'était quand même beaucoup mieux que ce qui se fait aujourd'hui, enfin ce qui se faisait déjà dans les années 60, 50 avec l'arrivée des Portugais, Algériens, Marocains, Espagnols, d'accord? Qui ont vécu aussi dans des conditions déplorables dans les bidonvilles des années 50, quoi, 40, 50, d'accord? Bien avant la guerre d'Algérie, hein. Donc après la Seconde Guerre mondiale, des bidonvilles, il en existait, il en a toujours existé depuis justement le maquis de Montmartre. C'est l'un des premiers bidonvilles de France, si tu veux, et c'était bah, le plus important en tout cas pour l'époque, d'accord? Et ça a commencé comme ça, le maquis de Montmartre. Donc là, bah, ça venait à peine, c'est le 18e arrondissement aujourd'hui, hein, je reviens sur ma carte, hein. Je voulais juste vous montrer à quoi ça ressemblait, quoi. Alors elle est où? Elle est là. Voilà, donc c'était un village, le truc, c'était là, en fait. Le maquis, il était de l'autre côté de la butte. Pas du côté du versant vers Paris, mais du côté versant banlieue. D'accord? Donc plutôt côté banlieue. Donc, cette immigration s'est retrouvée à construire, à bâtir sur des terrains vagues, bah, des maisons non comment dire, non conventionnelles quoi, qui n'est pas reconnu par l'État tout simplement. Donc ils ont occupé un terrain comme les gitans ils ont fait une certaine époque aussi. D'accord? Ils ont occupé le terrain et puis bah ils ont construit dessus sans autorisation. C'est comme ça que ça s'est passé. Donc en 1860 à peu près, ça a duré pendant bah jusque vous voyez la photo tout à l'heure 1890 à peu près. 1900. Il a été démantelé en 1900 dès que vraiment après bah, qu'on a commencé à bâtir de plus en plus dans les nouvelles zones, les nouvelles communes qui ont été annexées, quoi, comme je vous ai dit en 1860. Tu vois, Montmartre, Chapelle, La Villette, etc., etc. Donc petit à petit, ça s'est bâti, et on les a virés, hein, bah, de force entre guillemets, d'accord. Et pour ça, je sais comment ils s'y prennent pour ça, hein. Tu sais, tu brûles un camp, tout machin, bref, il y a mille et une façons de chasser des gens. Ça fait partie de. Bref, c'est un plan stratégique. C'est le pompier pyromane, si tu veux. D'accord? Ou c'est le baffeur qui te soigne. Celui qui te met une claque et qui te soigne juste après. C'est un peu la même chose. Donc, d'accord? Là, ces gens-là, donc ces immigrés-là dont je vous parle, ils vivaient dans des conditions laisse tomber. Ils se sont retrouvés là, bon bah voilà, parce qu'ils se sont fait jeter du centre de Paris. D'accord? Ils se sont retrouvés là, et après on les jette encore. Et là, bah, il y avait de plus en plus d'arrivées d'immigrants, hein, comme je vous ai dit, d'Alsace, de Lorraine, de machin, là-bas, là, truc. Et tous se sont retrouvés là. Donc, bah, ils sont restés pas mal de temps. Et puis, d'un coup,
On les a virés pour qu'ils se retrouvent dans la zone, ici, comme vous voyez, la zone dans laquelle on ne pourra plus bâtir. Et on appelait ça la zone. La zone. D'ailleurs, Fréhel, une chanteuse bretonne, qui a fait une belle chanson sur la zone. Et donc la zone, ça s'est construit. Donc c'était tout, c'était donc à la porte de l'enceinte bastonnée là. Là, ils vivaient tout autour, sauf évidemment, comme vous pouvez, le bois de Boulogne, non, impossible quoi. Mais ça partait quand même de la porte de d'Asnières, d'accord, de la porte d'Asnières. Tout le tour, ils étaient là partout. Mais sur une petite bande, hein. C'est vraiment une toute petite bande de 10, 15, 20 mètres de. Non, j'abuse. Non, plus que ça quand même. Ouais, 500 mètres. 500 mètres, même pas 500 mètres. Je parle de largeur. D'accord. Entre Paris, l'enceinte, et il y avait encore les enceintes à l'époque. Elles ont été détruites il n'y a pas très longtemps. D'accord, 1920 ou par là, je crois, elles ont été détruites 1930. Voilà. Mais ils vivaient en tout cas dans cette zone sur une largeur de à peu près 500 mètres, comme je vous ai dit, même pas, tu vois, même pas. Et donc là, ils vivaient tout autour de la porte d'Asnières, jusqu'à tout autour comme ça, porte de Saint-Ouen, Paul de la Chapelle, la Villette, blabla, tout ça, 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 comme je te dis, jusqu'à la porte de Vanves. D'accord? Porte de Montrouge. Ok? Voilà. On peut même aller jusqu'à ici, quoi. Jusqu'à Pont du Garigliano, quoi. D'accord? Porte de Versailles. D'accord? Ça, c'était le nouveau bidonville qui s'est fait juste après celui de Montmartre. Et donc, en cette période, tu t'imagines bien que tu avais des gens qui avaient la flemme d'aller bosser à l'usine. C'est pour ça que je t'ai parlé de la bande à Bono, 1910 par là, le premier braqueur en voiture. Hein, il a fait d'ailleurs un coup vers là, la rue Doudoville. Hein. Doudoville, c'est dans le 18e arrondissement. Le premier braqueur de banque. En voiture. C'était pas le premier braqueur de banque, mais en voiture. Le mec, c'était un mécanicien. Donc, il s'est retrouvé mécano à braqueur, hein, tu vois, donc pour te dire. Donc, lui et sa bande. Hein. Mais lui, il était mécano, quoi. C'est ça que je veux dire. Donc, il savait pilote. Donc, forcément, tu vois. Ça a conduit donc tous ces gens-là, toute cette misère, ça les a conduits forcément à faire des conneries. Quand bien même il y avait la peine de mort, comme je disais, tu risquais ta vie hein, à l'époque. Hein. Tu faisais ton larcin, ok, mais il fallait savoir que si tu te faisais choper, mon gars, il te laissait pas 3 chances. Il t'en laissait une, mais pas 2. Hein, tu pouvais te retrouver à la prison Saint-Lazare ou à la prison je me rappelle plus comment elle s'appelle celle-là là. J'ai oublié son nom. Prison Saint-Lazare et la prison ici. Oh, il y en avait plusieurs, il y en avait pas mal. Mais il y avait une autre prison ici, je me rappelle plus comment elle s'appelle. Je me rappelle plus. Bref, Musa ou Musra ou je sais pas comment elle s'appelait, je me rappelle plus. Bref, voilà. Donc tu pouvais finir vite au star, quoi, comme on dit chez nous. Donc ces gens-là, ils risquaient leur vie et puis les Apaches, hein, vous connaissez l'histoire des Apaches aussi, parisiens. D'accord, c'est la même période à peu près. C'est bien avant Bono quand même, les Apaches. 1890, 1900. Ils venaient du maquis de Montmartre. D'accord. Puis après, comme je t'ai dit, voilà, c'est la zone, c'est une continuité. Et donc, tu vois, si tu veux, ça a toujours été coupe-gorge ici. La Chapelle, Montmartre, la Villette, toujours. C'est pas les immigrés le problème, les gars. C'est ça que je veux vous dire en fait. C'est pas forcément les immigrés. C'est, si tu veux, qu'est-ce qu'ils deviennent une fois qu'ils arrivent ici. Quand ils voient qu'il n'y a pas d'avenir, que en travaillant à l'usine, tu vas pas devenir riche, jamais tu deviendras riche. Bon, voilà, t'as qu'un truc en tête, c'est je veux des sous rapidement, facilement. D'accord? Donc c'est ce qui s'est passé à l'époque. Tu lis les journaux de l'époque, tu vas te régaler. Les larcins qui commettaient les mecs, c'est exactement la même chose qui se passe aujourd'hui. Des vols à l'arraché, c'est pas né d'hier, hein. Je vous le dis, hein. Les vols à l'arraché, les machins, les. D'accord? Bon, évidemment, il n'y a pas tout ce que. L'époque, elle a changé quand même aujourd'hui, tu vois, un petit peu, mais voilà. Donc, tu pouvais te faire dépouiller ici, à la Chapelle, à la Villette. C'est des endroits coupe-gorge, hein. Ça a toujours été. Donc, c'est pas une question d'arabe ou de noir, hein, qui viennent en France et qui foutent la merde. Les Bretons foutaient déjà le bordel. Les Normands, les Alsaciens, les Lorrains, c'était des délinquants aussi. Je vais pas faire une généralité. Je te dis parmi ceux
qui ne voulaient pas être esclaves du système. Hein. Il y en avait forcément des rebelles. Il y en a dans toutes les communautés, partout dans le monde. Hein. Donc voilà, c'est juste pour te dire que voilà, c'est pas l'immigration algérienne ou marocaine ou tunisienne. Mais c'est vrai que aujourd'hui, bah, c'est nous qui avons pris le relais. Je dis nous entre guillemets, hein, tu m'as compris, mais ceux qui sommes issus de l'immigration, qui foutons le bordel. Mais comment dire, c'est une continuité, c'est une suite logique de ce qui s'est déjà produit avant. Tu vois, c'est-à-dire que là, 1920, comme je t'ai dit, la zone, 1930, les bidonvilles, toujours là, tout autour de Paname. Tu sais qu'ils ont perduré jusqu'en 1970. Ouais, le dernier qui a été démantelé, c'est ici, je crois. À la porte de mémoire, non, le dernier, je crois que c'est Porte Saint-Ouen. Alors, je sais plus. Non, non, non. Le dernier, je me rappelle, moi, j'ai bien fait mes recherches là-dessus. Porte de d'Asnières. Parce que je t'ai parlé de Porte d'Asnières. Je crois que le dernier bidonville de la zone qui a été démantelé, c'est celui de la Porte d'Asnières. Ou si je me trompe pas, un ici, Porte de Vanves ou Montrouge, un truc comme ça, ou par là. Bon, en tout cas, un des deux. Le dernier qui a été, ou un des trois avec Saint-Ouen, un truc comme ça. Jusqu'en 1970, s'il te plaît. Et entre-temps, ben, on a eu les bidonvilles de Nanterre. Nanterre, ici, les bidonvilles de la Défense. Hein, il n'y avait pas la Défense avant, c'est ici, là, les bidonvilles de Nanterre. À la folie, hein, bah, c'est de la folie, évidemment. Nanterre la folie. Pas Bobigny la folie, mais Nanterre la folie. Bah, là où il s'est fait tuer, Naël, c'est là. C'est là. Tu vois, Naël, où est-ce qu'il s'est fait tuer, c'est symbolique. C'est là où les Algériens, en tout cas, vivaient dans les bidonvilles. Ici. J'ai vécu là, moi, cité des Bercailles, la première cité de Nanterre qui est sortie de terre en 1959, 60. Les Bercailles, Berthelot, Marcelin Berthelot, en plus, un alchimiste, enfin, traducteur, ouais, qui a traduit des livres d'alchimie, mais un alchimiste aussi, on peut le dire. Mathématicien, je crois, un truc comme ça, mais de base, mais bref, qui tâtait l'alchimie, quoi. Bref. Bon. Ah bah tu vois, la folie, voilà. Bah il vivait là. Hein. Donc le bidonville de Nanterre, il date de 1930, 40. Si tu veux, c'est une extension plus ou moins de la zone, plus ou moins. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que la zone devenait, qu'on jartait les gens de la zone, petit à petit, ils ont été jartés, si tu veux, tu vois, petit à petit, bah, ceux qui se faisaient jarter, ils reconstruisaient, soit à Nanterre, c'est le plus connu en tout cas, celui de Nanterre, le bidonville, soit celui de Saint-Denis, ici, vers Crèvecoeur, vers les marécages, là, Aubervilliers-Saint-Denis, la limite. C'est pour ça que tu vois les 4000 à côté, la Courneuve ou les Francs-Moisins. Les deux cités sont collées. Donc, c'est sur des anciens emplacements de bidonville, les gars. Les deux cités dont je vous parle, 4000 à la Courneuve, c'est collé aux Francs-Moisins de Saint-Denis. C'est là-bas, il y avait encore un bidonville. D'accord? Qui est une suite logique, comme je vous ai dit, de la zone. Hein. D'accord? Pour ça qu'Aubervilliers, c'est un truc, laisse tomber. Qui veut vivre à Aubervilliers maintenant, aujourd'hui? C'est même pour, je crois, 300, 200 $, j'irais pas, moi, perso, tu vois. C'est laisse tomber Aubervilliers, tu vois. Pantin, bref, voilà. Donc, bon, après, il y en avait un peu partout. Hein, je ne vais pas vous faire tous les bidonvilles. Il y en avait aussi à Montreuil, enfin, bon, là, c'était les Gitans. Là, par contre, ici, c'est vraiment un quartier de Gitans. Tu vois, la Boissière et tout ça. Les Gitans, ils sont arrivés dans les années 1910, 20. Les premiers. Ils n'étaient pas nombreux au départ à la Boissière. Mais petit à petit, c'est pour ça que c'est spécial Montreuil aussi, par rapport à ça. Hein, une bonne immigration venue de la gare de l'Est, évidemment, tu vois. Tout ce qui vient de l'Est, donc d'Alsace, de Lorraine. Et on sait que les Gitans, les Yéniches en tout cas, beaucoup, même les Yéniches, c'est pas vraiment des Gitans, des vrais Gitans. Mais les Yéniches, bah, ils viennent d'Allemagne. Et aussi les Bohémiens. Donc moi, chez moi, il y avait beaucoup de Bohémiens et de Yéniches. Il y avait les deux. Tu avais aussi des Gitans espagnols. Beaucoup d'Espagnols aussi. Hein. Je tiens à le dire. Hein. Saint-Denis, c'est à la base, c'est espagnol. Hein. Tu vas à Saint-Denis, normalement, pas aujourd'hui, mais Noisy-le-Sec aussi, c'est très espagnol. Noisy-le-Sec. Aujourd'hui, c'est kabyle aussi. Hein. Bref, Saint-Denis, d'accord. Montreuil, donc pour les bidonvilles, je reviens sur les histoires de bidonvilles. Tu avais celui de Champigny aussi. Champigny, donc il est là. Voilà. Celui de Champigny, lui, c'était plus vers le Bois-l'Abbé, vers Queuilly, là-bas, là, entre Villiers et Queuilly. Tu avais un gros bidonville. Et celui de Vitry aussi, je crois. Ouais, ou Ivry, Vitry, ouais. Ouais, Vitry. Vitry vers les Ardoines, je crois. Ouais, de mémoire, vers les. Bah, c'est là où ils ont construit toutes les cités, hein, Balzac, tout ça, quoi. Donc Vitry.
Et quelques petits bidonvilles après à droite à gauche, tu vois. Voilà. Mais plus, comme je t'ai dit, hein, Paris, tu le coupes en deux, là, ici, comme ça. Hein, voilà, hop, tu coupes en deux. La partie est, c'est ghetto. Ça a toujours été. Et la partie ouest, c'est beau gosse. De toute façon, tu le vois même aux constructions. Tu vois que les maisons, elles se ressemblent toutes à Paris, plus ou moins. Mais tu vois quand même la qualité de la pierre du côté de l'ouest. La qualité, elle est meilleure. Alors que vers l'est, les bâtiments, ils ressemblent à ceux de l'ouest, mais c'est construit avec des briques, quoi. Enfin, les briques rouges, là, tu vois, tu sais, c'est miséreux, quoi. C'est de l'extérieur, tu crois que c'est un truc de ouf et tout, mais en fait, tu rentres dedans, c'est claqué, tu vois. Bref, voilà ce que c'est Paris en réalité, tu vois. C'est coupé en deux, puis bah la partie ouest, ça va, beau gosse, plus ou moins. T'as vu? Je dis ouest entre guillemets, hein, on pourrait couper plutôt comme ça, en travers, tu vois. Plus en travers comme ça, tu vois. Parce que quand même, Montmartre, c'est un peu, voilà, le 17e, c'est un peu entre les deux là, le 17e arrondissement, Batignolles, tout ça, il y a une partie qui est hyper cotée et puis une autre partie qui est claquée au sol, vers Clignancourt. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Donc toute cette immigration, à la base, enfin, tout ce, enfin, comme je t'ai dit, toute la misère du monde, elle est arrivée, hein, je veux dire, de province, de base. Et ensuite, bah, on a fait ramener des immigrés, bah, des pays forcément colonisés. Algérie, Maroc, Tunisie, bah, Sénégal, Mali, voilà, Côte d'Ivoire, Congo, Brazzaville, etc., etc. Donc tout ce qui est francophonie, d'accord. On les a ramenés donc petit à petit. D'abord, ça a été les Algériens, d'accord. Ensuite, les Marocains, les Tunisiens, les Sénégalais aussi, ils sont arrivés même bien avant les Maliens, tu vois, pour te dire, et bien avant les Congolais aussi, donc pour te dire. Et donc voilà, c'est petit à petit que ça s'est fait. Et jusqu'à aujourd'hui, donc le problème n'est toujours pas résolu. Il y a des, oui, bon, c'est toujours mieux qu'avant le logement. C'est clair, on vit dans des HLM maintenant, voilà. Mais c'est pas la joie. Hein. Les HLM non plus, c'est pas, voilà, c'est pas un truc de ouf. Tu vois, ça pourrait être bien si c'est bien entretenu, mais quand tu vois que, bah voilà, hein, la misère fait que, hein, quand tu vois que les mecs en bas, tu sais, ça a été très difficile pour les immigrés aussi, hein, de toutes les origines, toutes les nations. C'est une question de temps. Les gens s'adaptent avec le temps, tu vois. Mais là, ça devient grave en fait. Ce que je veux dire par là, c'est que l'heure est grave dans le sens où on accueille vraiment toute la misère du monde en France. Ça, c'est plus possible en fait. Et c'est là où j'en reviens, où je vous dis qu'on est comme des rats de laboratoire. Nous sommes des rats de laboratoire. La France, c'est un laboratoire. Ils en ont rien à foutre de nos gueules, les gens là-haut, tout en haut. Vous êtes là, vous êtes dans la productivité pour eux. Vous produisez pour eux. Ils en ont rien à foutre de ta santé, de ton. D'accord? Ton statut, ton machin, ton truc, ta religion, ta race. Ils en ont rien à foutre. Ces gens-là, ils restent entre eux. Ils se marrent entre eux. Mais ils rigolent pas avec toi. Je t'ai dit, touche à leur argent, mais touche pas à leur gosse. Pardon, le contraire. Touche à leur gosse, mais touche pas à leur argent. C'est la devise chez eux. Ok? Donc, là, aujourd'hui, l'heure est grave aussi. Elle a toujours été grave. Mais ça l'est encore plus, ça s'accélère. Pourquoi? Parce que là, ça, on n'en peut plus, ça y est, il y a trop de monde là en France, c'est plus possible là. Surtout qu'il n'y a plus de travail, on délocalise les usines, ça a été fait exprès en plus, comme par hasard, on les délocalise lorsque les Maghrébins arrivent en France et que les Noirs subsahariens aussi arrivent au même moment. Hop, on décide de délocaliser Peugeot, Renault, Citroën, qui pourtant faisaient bien fonctionner la France. Voilà. On les a fait déplacer en Chine, là-bas, en Malaisie, en Indonésie, je ne sais où. Bon, c'est pas toutes les usines, mais en tout cas, beaucoup. Hein, tu vois, l'usine Renault, ici, à l'île Seguin, à Boulogne, voilà. 73 quand même, la fermeture. Non, 75, 80, je sais plus. 1980 maximum, quoi. Celle de Creil, bon, Creil, c'est pas Paris. Mais celle de Creil, l'usine de Creil Peugeot, PSA, ils produisaient les Peugeot 205 à l'époque. Bah, pareil, les années fin 80, hein, ils ont dû se délocaliser, tu vois. Ça fait, il reste plus beaucoup d'usines Renault Peugeot aujourd'hui. Hein. PSA Aulnay, Poissy, Flins. Flins, c'est vers Mantes-la-Jolie, là-bas, là, pas loin. Flins. T'as l'usine de Flins, c'est tout, quoi. Flins, Poissy, PSA Citroën de Aulnay-sous-Bois et Rlas. Hein. Vous voyez?
Donc petit à petit, comme par hasard, comme je te dis, quand les Maghrébins et les Subsahariens arrivent. Et la majorité d'entre eux sont musulmans. Donc on voit bien qu'il y a une volonté aussi de opposer les musulmans aux Français dits entre guillemets de souche, alors que pour moi la France c'est bien ici à Paname et pas partout dans le territoire national. Le territoire national, je l'appelle la Gaule parce que c'est son vrai nom. La France n'est pas son nom à tout le territoire. Ça, faut que vous le sachiez. D'accord? Quand tu dis la France, mon pote, on parle d'ici, la rive droite de Paname, toute la banlieue nord de Paris. Ça, c'est Saint-Denis, etc. Le Bourget, Drancy, Bobigny, Rosny, Montreuil, Villemomble, Pantin, Clichy, Asnières, Gennevilliers, Argenteuil. Tout ça, c'est, d'accord? C'est la France. Tremblay en France, Roissy en France, Bellois en France. Il y a encore des communes, Puiseux en France. Il y a encore des communes dans le Val d'Oise, là, pas loin d'ici, de Paname, là, qui sont appelées en France. On est en France. Mais pas quand tu vas à Marseille, t'es pas en France. Je suis désolé. Je suis désolé. Tu vas à Caen, t'es pas en France. Tu vas à Rouen, tu n'es plus en France. Tu vas à Creil, tu n'es plus du tout en France. T'es à la limite, Creil. Creil, c'est la limite. Mais déjà, Creil, c'est le Beauvaisis. T'es plus du tout en France, c'est dans le Beauvaisis, là, dans le pays de Beauvais. Tu vas, tu vois, t'es Lillois, bah t'es pas un Français. Ok? T'es un ch'ti. Je sais plus comment on appelle la région du Nord là-bas, là, parce que c'est pas vraiment le nom propre de la région naturelle de l'île, mais en tout cas, t'es pas. Voilà. Je crois qu'on. Bah, les Flamands, les Flamands. On peut dire les Wallons. Enfin, bon, bref. C'est pas important, c'est pas ça que je veux dire. En tout cas, l'heure est grave aujourd'hui aussi. Ça l'a toujours été, comme j'ai dit, mais ça l'est de plus en plus. Ça s'intensifie du fait que, comme on a ramené une immigration étrangère, dans le sens où elle n'a pas la même religion, c'est fait exprès pour opposer donc les musulmans à la tradition entre guillemets chrétienne, mais on sait très bien que, bah, on va dire les Français entre guillemets de souche, 50% ne sont plus du tout, n'appartiennent plus du tout à cette communauté dite chrétienne. Ils sont plus du tout croyants, etc. Enfin bon, on voit bien le déclin un peu on l'a bien vu quoi, le recul de la foi chez les Français quoi, dit de souche entre guillemets, d'accord. Donc voilà, ça a été fait exprès. C'est pour ça que je vous ai dit que la France c'est un laboratoire, ça l'a toujours été. Ils ont testé, comme je vous ai dit, tous les Normands, les Bretons, les machins. Ils vous ont mis là dans Paname. En vérité, hein, on va dire que la majorité des habitants parisiens sont pas d'origine parisienne en fait, si tu vois ce que je veux dire. C'est des étrangers la plupart. On est tous étrangers. Que tu viennes de Bretagne, d'Algérie, d'Alsace, de Lorraine, du Nord, de Navarre, hein, ou je sais pas d'où moi, tu vois, du Sénégal ou que sais-je. Tu vois, tous, 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 on est des rats de laboratoire. Nous sommes des piles énergétiques pour eux. Des piles jetables. Même pas recyclables, jetables. Ok? Une fois qu'on est usé, ça y est, classe, tu dégages. Et tu laisses la place à ton successeur, enfin, tu vois, celui qui va, le nouvel esclave. Donc c'est ça l'idée. Et donc voilà. Et ce qui se passe aujourd'hui, mais c'est vrai que ça m'a impressionné, ça m'a choqué. Je vais vous raconter une petite anecdote. C'est pour ça que ça m'a poussé à faire la vidéo, comme je vous ai dit par rapport à la vidéo que j'ai vue et tout. Bon, et qui m'a fait prendre conscience des choses. En fait, j'étais pas loin là, ici, là, la dernière fois, là, je suis sorti, je devais aller à la gare de Noisy-le-Sec, tu vois. Tac et tout, je vais pour me coiffer les cheveux, machin, tout ça, machin. Et je connais bien cette commune, c'est quand même, je connais ce secteur par cœur. J'arrive à la gare, je sors de la gare, Malboro, 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 et des mecs de chez moi, hein, enfin je dis de chez moi, mais d'Algérie, quoi, des Algériens, d'où mes parents sont originaires. Donc, à Malboro, j'étais choqué. Ils ont pris d'assaut partout, partout. Ça n'existait pas à Noisy-le-Sec encore il y a 2 ans, 3 ans. Je vous le promets. Wallah el Adim, que Noisy-le-Sec n'était pas comme ça il y a 3 ans, 4 ans. T'avais pas des vendeurs à la sauvette. Ils étaient
en masse. J'ai été choqué. J'ai dit, mais c'est ça le grand remplacement ou ce que vous dites là, le grand machin là. Mais c'est réel en fait. C'est pas un grand remplacement. C'est carrément là, c'est même plus ça. On les laisse faire en fait. Avant, les vendeurs de Marlboro à la sauvette, oui, c'était à Barbès. Pas de souci, Barbès, allez, tac, tu vois. C'était Barbès, au mieux Belleville, Stalingrad, d'accord. Toute la ligne 2, quoi, du métro. Allez, 4 chemins, oui, les 4 chemins à Aubervilliers-Pantin, là, la limite entre les deux, là. Il y avait ça a toujours existé, les vendeurs de Marlboro à la station de métro 4 chemins, tu vois. Ils étaient déjà là depuis un bon moment, eux, déjà, tu vois, ici. Mais là, à Noisy-le-Sec, non. Non. Il manquait plus que ça, en fait. C'est un truc de fou. Le pire, c'est que j'ai été aussi de l'autre côté, vers Cergy, parce que bon, bah, moi, je suis maintenant, j'habite au Val d'Oise, dans le Val d'Oise, donc je dépends de Cergy, de la préfecture et tout. L'autre jour, j'étais à la préfecture, je sais plus, je dis l'autre jour, mais il y a un petit moment déjà. 2 ans, comme ça, hein. J'y vais, tout ça, machin. Hop, je vois pareil, Marlboro. J'étais choqué, frère. Cergy, wesh, c'est loin de Paname, frère. Enfin, loin, entre guillemets, mais il y a quand même des stations à faire, tu vois, pour arriver à Paris en RER, hein, en train. T'en as au moins 8 ou 10 stations pour arriver à Paris, tu vois. Même là-bas, frère, Marlboro, j'étais choqué, frère. 2, 3 piges, comme je t'ai dit, 2 piges. Tu vois, il y a 2 piges déjà, tu vois. Et là, pareil, Noisy-le-Sec, j'étais choqué, frère. J'ai dit, je suis passé par là-bas l'année dernière, ou il y a 2 ans, je crois, il n'y avait pas. Il y a 2 ans, je crois, ouais, il y a 2 ans. Ça faisait un petit moment que j'étais pas retourné à Noisy pour me faire coiffer là-bas, mes cheveux là-bas, tu vois. Et parce que voilà, je connais bien ce secteur et tout, tu vois, c'est mon coiffeur. Et putain, c'est un truc de fou. J'étais choqué. Et c'est là que j'ai vu que j'ai compris. J'ai dit, ouais, ça y est, c'est bon. La France, elle est foutue, en fait. Ça y est. Enfin, elle est foutue. Elle a toujours été foutue, mais foutue pour être foutue, comme qui disait l'autre, là. Ça y est, en fait. On est déjà mort dans le film. Je sais pas si vous comprenez un petit peu ce que je veux dire. Entre les immigrés de chez nous, qui font Marlboro, entre les Sénégalais, les Modou, là, on les appelle les Modou, là, qui vendent du crack ici à Paname, hein, toute la zone, la Villette à la Chapelle, c'est pas par hasard, hein, 19e arrondissement, 19, Mariam, je dis ça, je ne dis rien. Voilà. 18e, là, je t'en parle même pas du 18e, tu vois, Sourate la Caverne, Alcaf. Bon, il y a beaucoup de. Si tu savais. Voilà. Donc, c'est pas par hasard. Il y a vraiment une volonté de détruire les populations, la population banlieusarde, parisienne, puisque là, je parle vraiment, je me concentre sur Paris. Je t'ai dit, la France est un laboratoire, mais c'est surtout Paris, quoi. Je crois que j'aurais dû mettre Paris. Je ne sais pas si je vais le changer ou pas, mais Paris est un laboratoire. C'est ce que j'aurais dû mettre. Parce que je pense pas que ce soit partout le cas en France. Tu vois? Ça l'est moins à Lyon. Il y a, je pense, oui, parce qu'il y a quand même une importante communauté maghrébine là-bas aussi. Mais il y a une grosse cabale aussi, mais moins quand même. Marseille, oui, c'est un laboratoire. C'est clair, c'est évident. Il n'y a pas photo. C'est un laboratoire. OK? Paname, laboratoire. C'est clair et net. Il n'y a même pas de doute. OK? Donc voilà, j'aurais peut-être dû l'appeler comme ça. Donc vous voyez, le problème, en fait, il n'a fait que. Il a toujours été là. Donc comme je t'ai dit, bon, c'est sûr que en 1850 ou 60, quand tu avais le maquis de Montmartre, les maquisards, hein, comme on les appelait à l'époque, ou les Apaches, ils faisaient pas du Marlboro, mais ils faisaient autre chose. Et je pense qu'ils cassaient un peu les couilles aux passants à faire d'autres choses. Ils avaient d'autres activités, si tu veux, illégales, entre guillemets, avec lesquelles ils travaillaient, tu vois. Mais voilà, je veux dire, en fait, ça a toujours existé. C'est pas une question de race. C'est pas une question de. Vous voyez, c'est plus une question de misère. Le fait que il n'y a pas de, il y a pas d'issue possible. On te fait croire que tu peux devenir riche, machin, t'as vu, avec le sport, mais tout le monde ne peut pas être sportif de haut niveau. Tout le monde ne peut pas être un artiste de haut niveau. Tout le monde ne peut pas devenir un chanteur comme Aznavour. Tout le monde ne peut pas, tu vois, comme il disait dans une chanson Ayam, 99% échouent. C'est-à-dire, tout le monde veut faire du foot, mais tout le monde veut être une star de football, par exemple. Hein, il prenait cet exemple-là hein, dans une chanson. Mais 99% d'entre eux échouent. Hein. Et voilà, c'est ce qui fait que tu te retrouves avec des mecs. Voilà.
ils pètent un câble ou je sais pas, ils vont braquer ou ils vont, bon, c'est voilà, toutes sortes de dérives. Vous voyez? Donc c'est pas né d'hier. C'est pas né d'hier. Le problème, c'est pas les immigrés, c'est ce qu'on en fait ici, des gens dans Paris, en tout cas, je parle pour Paris, et voilà, d'accord? C'est ce qu'on fait d'eux. Si on les parque dans des ghettos, comme c'est le cas pour Gaza, c'est comme à Gaza en fait. En fait, nous sommes des enfants de Gaza. On subit pas les bombardements, c'est clair, alhamdoulilah, mais un bombardement dans la tête, dans la cervelle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est plus cérébral chez nous, hein. La guerre, elle est cérébrale ici en France, les gars. C'est clair que c'est pas Israël contre Gaza, mais je te le jure qu'on subit dans la tête, hein, dans la tête, hein, dans la cervelle, que les banlieusards, il y a combien de banlieusards paumés, mon pote? Combien qu'on finit dans le crack? Combien qu'on finit dans l'héroïne, en tout cas pour l'époque? Combien qu'on finit tué d'une balle dans la tête? Ça me fait rappeler un pote à moi, un mec de ma cité, enfin mon quartier, qui s'est mangé une balle dans la tête il y a 3 piges parce qu'il a voulu carner un mec pour une histoire de coke. Voilà. Il a voulu lui arnaquer 1 kilo, coke. Bah, le mec, il s'en est rendu compte en phobie, en fait, tu vois. Il a donné des phobies au mec. Il s'est fait tirer dessus, frère. Tu veux que le mec, il fasse quoi? Il se fait barber, le mec, il se fait. Tu vois, il compte, oh, c'est des phobies, mais frère, il est retourné sur ses pas. Il l'a retrouvé, le gars de mon quartier, là. Je le connais bien, j'ai grandi avec. C'est pas forcément, c'était mon poteau quand j'étais petit, mais après, on s'est pris un peu la tête et tout. Mais balle dans la tête, frère. Il est revenu, ping, tu vois. Il y en a combien des gens comme ça qui meurent chaque jour? Enfin, je dis chaque jour, au moins chaque semaine, en France, sur le territoire national, à cause d'une affaire de drogue, d'escroquerie, que sais-je, de cambriolage, je ne sais pas. Tout. Tu peux tout imaginer, toutes sortes de dangers auxquels bah, les gens se confrontent quand bah, ils font n'importe quoi. On fait n'importe quoi parce que bah, on veut aussi la vie de rêve. Hein. Tu vois, je crois que la vie de rêve, tout le monde, en tout cas, on l'a tous à un moment donné désiré. Nous, qui sommes issus des quartiers populaires, hein, je parle des gens issus des quartiers populaires, on a toujours voulu avoir, et quand, voilà, que tu sois arabe, noir ou blanc, hein, parce que je peux te dire que les blancs chez nous, attention, hein, c'est pas des blancs d'accord, j'allais dire de Versailles et tout, mais c'est clair, faut dire la vérité. Un blanc à Montreuil, c'est pas un blanc de Versailles. Tu vois, ils ont pas la même gueule, ils ont pas du tout la même gueule, tu vois. Je veux dire, l'autre, il est énervé à Montreuil et l'autre, à Versailles, tu vois, à 40 ans, il a toutes ses dents. 40 ans à Montreuil, le Babtou, il lui reste plus qu'une chicot, tu vois. Bon, tu vois, c'est un peu l'idée. Donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est pas une question de race. C'est plus une question de précarité, de misère sociale, le fait qu'on peut pas monter, qu'on peut pas ascensionner. Comme disait Frédéric Delavier, là, je soutiens ce qu'il dit, je maintiens et je soutiens ce qu'il dit, que la France est un pays de caste. Tu peux pas monter, on te fait croire que, mais non, tout le monde ne peut pas devenir footballeur, un artiste. On te fait miroiter des choses, mais tu n'arriveras jamais. Ou alors, s'ils le font, c'est qu'ils t'ont sélectionné. Tu as été choisi. Tu es un élu, comme on dit. Mais l'élu de eux, leur société. À partir du moment où tu fais ce qu'ils te disent, là, crois-moi, ils te donneront tous les privilèges, ils t'accorderont tout ce que tu veux. Mais sinon, autrement, on est tous des rats de laboratoire, on sortira jamais de notre, d'accord, de notre inconfort. C'est clair et net. Ça restera comme ça. Tant que il n'y aura pas une prise de conscience générale. Et voilà, c'est une question de voilà, conscience générale. Les vendeurs de Marlboro, bah, ils resteront là tant que les gens prendront pas conscience que le problème ne vient pas forcément de l'immigration, des immigrés qui font des Marlboro, ou l'autre qui vend son crack à Stalingrad ou Stalingrad. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas ça le vrai problème, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces gens qui vivent dans la précarité, la misère, dans des logements sociaux où parfois c'est mal entretenu. Là, il y en a, ils vont me dire oui, mais ça dégrade. Oui, c'est vrai, les jeunes ils dégradent, mais parce qu'ils ont. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? J'ai vécu en cité, donc je l'ai fait, j'ai tagué, j'ai fait des conneries. Je sais, je suis passé par là. J'ai fait des conneries, j'ai fait des erreurs que je regrette des fois et des fois non. Des fois, je me dis non, Nick, c'était comme ça qu'il fallait que je fasse. Quand je taguais, moi perso, c'était beau. Mais oui, voilà. Je trouvais que c'était beau, c'était un art, une façon, une manière de s'exprimer. Vous voyez?
Donc, il y a des choses que je regrette, évidemment, tu vois. C'est sûr que si j'ai hagar un mec, mesquine, ça m'est déjà arrivé, tu vois, de hagar des mecs pour son téléphone ou pour, je sais pas, tu vois, pour ses sous, pour son Walkman. Voilà, moi je suis passé par là, tu vois, je vais pas te mentir. Je suis pas fier. Ça, par contre, je suis pas fier. Ou alors, si j'avais braqué, je l'ai jamais fait, mais tu vois, si j'avais fait des choses comme ça, j'en aurais pas été forcément fier. Mais il y a des choses sur lesquelles tu te dis, bon, bah, après tout, c'est normal parce qu'on nous calcule pas. On vient des quartiers populaires et défavorisés, et puis voilà. Mais j'ai eu de la chance quand même de grandir dans une commune de droite. C'est souvent les communes de gauche qui sont vraiment laisse tomber, quoi. Tu vois, moi, le Rony, ça va, c'est une commune de droite. Avant, elle appartenait à la gauche, mais depuis que moi, quand je suis né, elle était déjà de droite. Mais elle a longtemps, Rony fut longtemps une ville de gauche, quoi. Très longtemps, pendant très longtemps. Mais quand la droite, elle vient, franchement, faut dire la vérité, elle fait du ménage. Elle nettoie bien. Franchement, hein, on va pas se mentir, hein, je suis pas du tout politique, moi. T'as vu, la politique khatinienne, moi, tu vois. Mais faut reconnaître que quand la droite, elle s'installe dans une commune, elle fait le nettoyage, elle investit des fonds pour les quartiers populaires, elle les fait bouger. Nous, on a eu de la chance de bouger avec notre centre social culturel. On a bougé, on a voyagé, on n'a pas fait des trucs de ouf non plus. On n'a pas été, d'accord, à Singapour ou Miami, mais tu vois, voilà, on a fait des trucs. Il faut dire la vérité, que dans les villes de droite, il y a quand même un peu plus, ils font un peu plus d'efforts avec la jeunesse, les gens, etc. Donc voilà. Ça, c'est sur ces derniers mots que je vais terminer. Je crois avoir tout dit, j'ai fait le tour. Donc le problème, c'est pas l'immigration forcément, comme je t'ai dit, c'est plus une question, bah, qu'est-ce qu'on en fait de tous ces gens qui vivent dans la misère, qu'ils soient blancs, noirs, arabes, rouges, jaunes, tout ce que tu veux. Tu vois? Voilà, c'est tout. Et puis à un moment donné, bon, bah, c'est clair qu'il va falloir dire stop à tout ça, quoi. Mais comment? Quoi? Comment faire? On attaque le problème à la racine. C'est quoi la racine? Si déjà on consommait français, si on commençait déjà par consommer français, mais c'est, tu sais, en vrai, c'est un engrenage. On est mal barré. Je vous le dis franchement, tout va s'effondrer. Tout va s'effondrer. Ça va prendre du temps, mais il n'y aura pas de, comment dire, avec tous les échanges commerciaux à l'international, chacun en fait qu'à sa petite tête, quoi. Tu sais, je veux dire, il y a le mec qui aime bien BMW, il veut que des BM, mais c'est un Français. Mais il roule qu'en BM. Il aime rouler en BM. Qu'est-ce que tu veux parler, tu veux faire quoi avec lui? Le mec, tu lui dis, mais demain, oh, gros, réveille-toi, arrête d'acheter allemand, achète français. Le mec, il va dire, quoi? Moi, acheter une Renault, tu te fous de ma gueule, avec Renault, toujours un bruit nouveau. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais en plus, il a pas tort. Tu vois? Et l'autre, là, qui a l'habitude de manger au McDo, demain, tu lui dis non, mais arrête de bouffer au McDo, va manger ou Subway ou je sais pas quoi. Va manger, je sais pas moi, un truc français, local. Ouais. Le mec, il va te dire, mais je suis pas blindé, moi. J'ai 5 euros dans ma poche, 5 euros, je peux acheter, tu sais, les menus, trucs au McDo, là, 5 euros, bizarre, là. Tu vois? Le mec, voilà, tu vois, il a pas l'argent pour aller dans un resto gastronomique, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il va manger dans les fast-food, trucs américanisés, machin, la malbouffe. Bon, c'est des petits exemples comme ça. Mais si on réapprenait déjà à consommer français, ça serait déjà pas mal, je pense. Mais le problème, il est même pas là, en fait. Enfin, je veux dire, pour résoudre le problème, ça serait même pas là qu'il faudrait le résoudre. Moi, je pense que moyen, le seul moyen de se sortir de là, c'est d'acquérir des connaissances. Le plus possible. Faut être un fou. En fait, les gars, je vous le dis franchement, les gars, les filles, tout le monde, faut être un narvalo du Chiro. Pour ceux qui ont compris. Tape sur internet narvalo du Chiro. Faut être un frappé du Chiro, mon pote. Faut être un grand enfant. Si t'es pas un grand enfant dans cet échiquier, tu vas perdre. Faut être un grand enfant. Faut être comme moi. Et je te dis pas, prends mon exemple. Wallah, que je te dis pas ça par prétention. Le Coran, il faut être comme moi. Faut être très, 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 très créatif, très, très dans la créativité, dans, tu vois, quand je te montre des trucs comme ça, tu vois, tu pleures, tu vois, tu te dis, mais c'est quoi ce bordel? Fais, 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 même tu vas faire des erreurs, fais-le quand même. Apprends à faire comme eux.
ils sont capables de. Ils te font croire qu'en fait, il faut passer par des diplômes pour faire des trucs de ouf. Wallah, que t'as besoin de pas grand chose. Wallah. Wallah, qu'avec l'expérience, tu vas te planter une fois, deux fois, trois fois, mais avec l'expérience, à un moment donné, tu vas comprendre qu'est-ce que tu es en train de faire. T'es pas comme la mouche qui se conne à la fenêtre parce qu'elle n'arrive pas à sortir de là. T'es pas une mouche. Tu vois ce que je veux dire? T'es un être humain, t'as une conscience. Donc à un moment donné, tu vas prendre conscience. Tu vois, tu essaies de rentrer un cube dans un triangle, deux fois, c'est mort. Tu sais que c'est pas la bonne pièce. Tu vas pas insister. Tu vois ce que je veux dire? On est des êtres humains quand même, ou sinon on est des robots. Vous voyez, donc il faut oser. Moi, je me dis, il faut oser faire les choses. Ne comptez sur personne pour vous dire ah, c'est pas bien ce que tu fais, ou t'es un gamin. T'en bats les couilles, tu regardes les autres. Fais, ferme-la, fais. Fais. Tu vois, le gars qui te dit truc, tu lui dis ferme-la, laisse-moi faire, je gère. Même si, tu vois, ça paraît égotique, hein, ce que je te dis, mais sur le Coran, ça ne l'est pas du tout. Wallah. C'est juste pour te montrer qu'en fait, eux, ce qu'ils font, on peut le faire. On peut le faire, et c'est en faisant qu'on fait, et puis c'est en faisant aussi qu'on apprend, et c'est aussi comme ça qu'on arrive à comprendre ce que là-haut, ils nous font. Quand ils te disent qu'il pleut, alors qu'ils te pissent dessus, toi, tu vas le comprendre à force que tu vas cheminer. Tu vas comprendre qu'en fait, bah oui, en fait, je commence à mieux comprendre leur mental, leur mentalité, c'est des enfants, c'est des grands enfants. Hein. Les gens qui dirigent le monde, là, c'est des grands enfants. Comme je t'ai dit, ils rigolent entre eux, mais pas avec nous. Ok? Donc il faut oser. Je dis, la seule solution, c'est oser être vous-même. Faites les choses par vous-même. Arrêtez de... voilà. Mais ne vous mettez pas de barrière, en fait. C'est ça que je veux dire. Soyez dans la créativité. Que ce soit ça ou que ce soit autre chose. Faites quelque chose, tu vois, pour le bien commun. C'est le bien commun. Eux, ils le font. Mais le problème, c'est que dans ce bien commun, ils le font pour leur propre intérêt. Tu vois ce que je veux dire? Hein, on dit souvent l'architecte, il va jamais habiter là où enfin, tu vois, tous les architectes construisent les HLM, c'est rare d'avoir vu un architecte habiter dans un propre, dans son propre, tu vois ce que je veux dire? Dans sa propre œuvre, quoi, si tu veux, tu vois? Là, c'est comme si moi je réalisais là ça dans la vraie vie, moi j'y habite pas dedans, tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc c'est un peu, c'est à cette image-là que je renvoie. D'accord? Donc faut oser, oser être vous-même. Faites, faites et vous verrez. Vous allez vous planter une fois, peut-être deux, mais pas trois. Vous voyez? Et on progresse. Voilà. Donc c'était tout pour cette vidéo-ci, pour ce podcast. Je crois que j'ai pas envie de vous emmerder un peu plus que ça. C'était juste pour vous montrer que, voilà, c'est pas l'immigration forcément le problème. Non, je pense que le vrai problème, c'est ça. C'est qu'on n'est pas solidaire, on se donne pas d'amour entre nous, il n'y a pas de rahma entre nous, on n'a pas de, tu vois, il y a pas déjà c'est l'amour entre nous. Quand je dis l'amour, c'est l'amour de son prochain. On n'ose pas exprimer ces choses-là dans les quartiers populaires. C'est un tabou, dire je t'aime à ton pote ou à ta copine, enfin, ta daronne ou ta copine ou ta sœur ou ton frère ou que sais-je encore. Dire je t'aime chez nous, c'est un peu difficile, tu vois, c'est une marque de faiblesse, tu vois. Donc, mais faut apprendre à le faire. Il y a des manières de le dire aussi, voilà. Aime ton prochain comme tu aimes. Voilà. Tu traites aussi ton prochain comme tu aimerais qu'on te traite. Et si tu fais ce pas-là, ce geste-là, même si les premières fois ça marche pas, tu vois que l'autre il dit casse-toi, toi, tu vois. Mais allez, c'est pas grave, n'abandonne pas, n'abandonne pas. Le premier qui t'a rembarré, bah voilà, c'est une merde, c'est pas grave, mais allez, il comprendra plus tard, peut-être ou pas. Le deuxième, il dira peut-être bon, ok, je t'aime, que je t'aime. Bon, voilà, tu vois, il va se dire, il est bizarre un peu ce mec-là, tu vois. Bon, mais le troisième, tu vois, t'as pas besoin de dire des. Tu vois, des fois, il n'y a pas besoin de le dire. Faut le prouver, faut le montrer. Vous voyez ce que je veux dire? Faut montrer que tu es dans l'amour, dans la miséricorde, et tout, enfin, tu vois. Bref, bon, je vais pas m'égarer. Voilà, c'était tout pour ces deux vidéos-ci. La France est un laboratoire à ciel ouvert.
Et c'est clair, en fait, c'est évident. Et surtout Paname, quoi. Vraiment. Paname, c'est un truc de fou. Et comme je vous ai dit, ça s'empire. Mais ça a toujours été le cas, mais ça s'intensifie encore plus, quoi. Comme je t'ai dit, avec l'arrivée des musulmans, là, c'est vraiment le coup final, quoi, ce qu'ils veulent faire. Souvenez-vous, qu'est-ce qu'il a dit l'autre? L'islam, c'est le ballet d'Israël. Donc ton islam, sunnite ou chiite, peu importe, même chiite, hein, vous jouez le jeu du sionisme. Vous n'avez pas remarqué encore, mais vous êtes complètement débile ou quoi? Wallah, vous l'avez pas vu? Vous ramenez une religion des Saouds. Franchement, vous faites mal au cerveau, hein. Vous n'avez pas encore vu la douille. Non, franchement, les musulmans, là, faut vous réveiller, là, les gars. Vous êtes en train de faire le jeu d'Israël. Vous allez vous dire, mais non, mais c'est toi avec ton truc Abgad, Aleph, Bet, Gimel. Ya l'hmar, va, ya l'hmar, va. Tu connais le judo? Tu connais le judo? Bon, je te laisse. Allez, je vous laisse. C'était moi, Miral Hussein, avec vous sur Al-Ajib TV, Al-Qamal Kelimet, donc Merveille TV, des nombres et des mots en direct de la Maison Quattro. C'était pour le podcast. La France est un laboratoire à ciel ouvert. Et surtout Paname, quoi. Voilà, c'était tout pour cette vidéo aussi. J'espère que ça vous fera réfléchir. Vous comprendrez mieux pourquoi la situation, du pourquoi, du comment, du machin. Est-ce que c'est vraiment les immigrés le problème? Est-ce que réécoutez bien le podcast et vous verrez. Allez, je vous laisse. Moi, je vous dis ciao. À bientôt pour de nouvelles aventures. C'était moi. Désolé d'avoir été silencieux ces derniers jours, mais j'avais plus grand chose à vous dire. Si ce n'était que de retourner dans mon dessin. Je me suis remis à dessiner parce que j'en avais besoin. Voilà. Tout simplement, je me suis remis dans le féminin sacré. Les amis, je vous laisse. Je vous dis prenez soin de vous, de vos proches, de tout le monde, tous ceux que vous aimez. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh. Paix sur ceux qui la souhaitent. Et à très vite. Tchuss.